Les abeilles sont apparues sur Terre il y a 130 millions d'années et elles ont survécu aux dinosaures. Ce qui leur a permis de survivre si longtemps, c'est la structure incroyablement complexe de leur société et le travail d'équipe. Chaque abeille a son propre rôle et sa propre responsabilité. Certaines d'entre elles construisent et réparent leur foyer. D'autres abeilles le protègent, d'autres encore nettoient la ruche et vont chercher de la nourriture. Mais si tu pouvais te faufiler dans une ruche et comprendre comment tout ce système fonctionne, que verrais-tu à l'intérieur ? Pour une raison mystérieuse, tu arrives facilement à passer au travers des gardes. Mais si tu étais une abeille d'une autre colonie, ils ne te laisseraient pas entrer sans se battre. Les abeilles de garde ont l'air plutôt intimidantes. Elles se tiennent sur leurs 4 pattes arrière à l'entrée de la ruche et leurs pattes avant sont levées en l'air. Ces abeilles inspectent chaque insecte qui entre dans la ruche avec leurs antennes et leurs pattes avant. Chaque ruche a sa propre odeur et les gardiennes peuvent savoir si une abeille appartient à leur colonie rien qu'en la sentant. Seules les abeilles qui vivent dans la ruche peuvent y pénétrer. Soudain, tu vois quelque chose d'étrange. Une des abeilles gardiennes a détecté un intrus. Une abeille étrangère a dû essayer par erreur d'entrer dans la mauvaise ruche. Mais elle porte une charge de nectar, et le gardien la laisse entrer. Apparemment, ça ne les dérange pas d'accepter des cadeaux de nourriture gratuits, même de la part d'étrangers. Tu es trop curieux pour rester là plus longtemps. La ruche n'a qu'une seule entrée. Tu remarques que les murs qui l'entourent ont un aspect étrange. En regardant de plus près, tu comprends qu'ils sont recouverts d'une fine couche d'une substance inconnue. C'est de la propolis, une résine végétale endurcie produite par les abeilles. Elle aide à combattre les infections et à guérir différents problèmes de santé. Un peu plus loin, tu peux voir d'innombrables nids d'abeilles. Ce sont plein de cellules hexagonales faites de cire d'abeille. Les abeilles les utilisent pour stocker la nourriture, pollen et miel. C'est aussi là qu'elles gardent les œufs, les larves et les nymphes. Les alvéoles sont fixées aux parois de la ruche. Elles s'étendent de haut en bas et sont même fixées sur les parois. Mais on distingue des passages étroits le long des bords des alvéoles. Les abeilles les utilisent pour se déplacer à travers la ruche. Tu devrais aussi pouvoir te faufiler dans l'un de ces tunnels. Après avoir exploré l'endroit, tu découvres que les abeilles stockent le miel dans la partie supérieure de la ruche. En dessous, il y a des cellules qui contiennent du pollen. Ensuite, il y a des cellules utilisées pour conserver les œufs des futures abeilles ouvrières. Et tout en bas, il y a les œufs de faux bourdons. Bien sûr, ton objectif est de voir la reine des abeilles, mais ce n'est pas si facile de la trouver. D'abord, tu rencontres plein d'autres abeilles. La plupart d'entre elles sont des ouvrières. Elles constituent la plus grande partie de la population de la ruche, et ce sont toutes des femelles. Chacune d'entre elles a sa propre tâche. La plus commune d'entre elles est le butinage. Tu aperçois une abeille qui quitte la ruche et tu décides de la suivre. La reine peut attendre un peu, tu veux voir comment les abeilles fournissent de la nourriture à la ruche. L'abeille bourdonne devant toi. Après avoir visité quelques fleurs, elle se met soudain à s'agiter en faisant du surplace. Ah, c'est la fameuse danse des abeilles. C'est ainsi que les abeilles communiquent. Une fois qu'une butineuse a trouvé une source parfaite de nectar, elle commence à exécuter une danse très précise. Elle consiste en une série de lignes droites et de chiffres en 8. Tout au long de la danse, l'abeille secoue également ses ailes. La durée de la danse indique à quelle distance de la ruche se trouve le nectar. Toutes les 75 millisecondes représentent une distance de près de 100 mètres supplémentaires. L'intensité de la danse dépend de la richesse de la source de nectar. Plus le mouvement est intense, plus l'abeille a trouvé une bonne source. Et il y a aussi l'angle de la danse. Il montre la direction du nectar par rapport au soleil. Ton abeille doit avoir trouvé des tonnes de nectar. Elle vibre pratiquement. Soudain, elle commence à voler vers la ruche. Tu la suis. Là-bas, l'abeille fait une danse agitée devant les autres abeilles ouvrières. C'est ainsi qu'elle indique aux autres qu'elles doivent aller butiner tout de suite. Tu décides de rester derrière et de regarder ce qui va se passer. Bientôt, les abeilles reviennent. Elles ont rapporté beaucoup de nectar qui doit être transformé en miel. Ton abeille fait une danse tremblante cette fois. Elle secoue ses pattes d'une manière qui fait trembler tout son corps. Cette petite danse incite les autres ouvrières à se baisser pour traiter le nectar. Il est temps pour toi de reprendre tes recherches. Tu replonges dans la ruche et tu commences à te faufiler dans les petits passages. Tu tombes sur les cellules où les abeilles ouvrières commencent leur vie sous forme d'œufs. Il faut 21 jours à une abeille pour passer de l'œuf à une ouvrière adulte. La première tâche de cette nouvelle ouvrière est de nettoyer la cellule où elle a grandi. La cellule devient alors une pépinière pour un nouvel œuf, et l'abeille s'occupe de cet œuf. Plus tard, elle nourrit la larve et la garde au chaud. Au cours de la phase suivante de sa vie, lorsqu'elle est âgée de 12 à 20 jours, l'abeille commence à effectuer des tâches autour de la ruche. Elle produit de la cire, stocke le pollen et le nectar, construit la ruche, garde l'entrée et ainsi de suite. Lorsque l'abeille atteint l'âge de 20 jours, elle devient une butineuse. Elle cherche et livre du pollen, du nectar et de la résine d'arbre pour fabriquer de la propolis.
L'abeille apporte également de l'eau, les abeilles en ont besoin pour boire et refroidir la ruche. À un moment donné, tu vois quelque chose qui ressemble à une chambre d'hôpital. Là, des abeilles ouvrières s'occupent de ceux qui ne se sentent pas bien. Les médecins leur apportent différents types de miel en fonction de leurs problèmes. S'il n'y a pas d'autre moyen, elles sortent une abeille malade de la ruche. Cela permet d'éviter que toute la colonie ne tombe malade. Et puis il y a aussi les abeilles qui contrôlent la température. La température dans la ruche est généralement d'environ 35 degrés Celsius. Il est crucial de la garder ainsi, ni plus chaude ni plus froide. Sinon, les œufs ne vont pas éclore. Tu vois un groupe d'abeilles et tu comprends instantanément que ce sont des abeilles à température. Apparemment, la température de la ruche a baissé et maintenant, elles essaient de la réchauffer. Elles vibrent d'une manière spéciale, ce qui augmente leur température corporelle. Et tu peux sentir l'air autour de toi devenir un peu plus chaud. Si elles avaient besoin de refroidir la ruche, elles iraient chercher des gouttes d'eau. Puis elles apporteraient cette eau sur leur dos. Une fois dans la ruche, elles feraient battre leurs ailes très vite, ce qui ferait s'évaporer l'eau et baisser la température. Tu avances et tu tombes bientôt sur une abeille que tu n'as jamais vue auparavant. Elle a des yeux énormes, un grand corps et pas de dard. C'est un faux bourdon, le seul type d'abeille mâle de la ruche. Ils n'ont pas non plus d'outils pour butiner. Leur seul but est de s'accoupler avec la reine et de prendre soin d'elle. La vie du faux bourdon n'est pas très longue. D'une part, si cette abeille parvient à s'accoupler avec la reine, elle ne survit jamais au processus. Et s'il y a une pénurie de nourriture ou si l'hiver approche, les abeilles ouvrières expulsent généralement les faux bourdons de la ruche et ne les laissent pas revenir. Waouh, c'est dur! Tu continues jusqu'à ce que tu remarques enfin une pépinière. Là, tu aperçois une abeille qui fait 2 fois la taille d'une abeille ouvrière. Ta quête touche à sa fin. C'est la reine. Cette abeille est la plus importante pour la ruche, car c'est la seule abeille qui peut pondre des œufs. Malgré son titre, la reine ne règne pas vraiment, et son cerveau est plus petit que celui d'une ouvrière. Mais elle produit des phéromones spéciales qui influencent l'humeur de toute la ruche. La reine donne également naissance à toutes les abeilles de la colonie. Lorsque la reine est encore une larve, les abeilles ouvrières la nourrissent de gelée royale. Il s'agit d'une gelée à très forte teneur en sucre. Une cellule plus grande et un tel régime alimentaire permettent à la future reine d'avoir un corps plus grand et d'être capable d'émettre des phéromones. Lorsque la reine s'est accouplée avec les faux bourdons, elle retourne à la ruche. 3 jours plus tard, elle commence à pondre des œufs et ne s'arrête jamais. Elle travaille particulièrement dur au printemps, pondant un œuf toutes les 20 secondes. Pas étonnant que plus tard dans l'année, la colonie compte déjà une population de 30 000 à 60 000 abeilles. Mais attends, il se passe quelque chose d'étrange. Un groupe d'abeilles ouvrières, en fait beaucoup d'entre elles, peut-être la moitié de la colonie, quittent la ruche avec la reine à leur tête. Cela signifie que la colonie est devenue trop grande. La reine sort pour la première fois depuis l'accouplement. Et l'essaim entier part à la recherche d'une nouvelle maison. De retour à la ruche, une nouvelle reine sortira d'un œuf 8 jours plus tard. Les lions, les éléphants et les ours. 3 des membres les plus majestueux, mais aussi les plus intimidants du règne animal. Pourrait-il y avoir quelque chose qui intimide ces créatures? Tu pourrais être surpris. Commençons par le roi universellement reconnu des animaux, le lion. Certains prétendent que ce gros chat de la savane a peur de la substance la plus vitale connue de l'homme. Un petit indice, elle couvre 70% de la surface de la Terre. Vraiment, le lion aurait peur de l'eau? Non, c'est un mythe. Les lions aiment se baigner, notamment car cela leur permet de se rafraîchir. Cela a du sens lorsque l'on pense au climat auquel ces créatures doivent faire face. Les températures, dans un climat de savane, vont de 20 degrés à 30 degrés. Nous les humains avons très envie d'aller à la plage dès que le temps est chaud, alors pourquoi devrions-nous nous attendre à quelque chose de différent de la part du lion? Surtout si l'on considère que ces créatures présentent généralement un poids compris entre 127 et 190 kg, doublé d'un épais manteau de fourrure. L'ironie de ce mythe, qui stipule que les lions ont peur de l'eau et qu'ils sont en fait d'excellents nageurs. Il en va de même pour tous les autres grands félins de ces climats chauds, comme les tigres, les léopards, les jaguars et les oslots. Ce sont en fait les grands chats des climats froids qui font de leur mieux pour éviter l'eau. Cela s'applique à des félins comme les chats sauvages, les lynx et les léopards des neiges. Ces derniers vivent dans le biome froid de la toundra alpine, une zone rocheuse et montagneuse. Les températures y descendent jusqu'à 1 degré. Encore une fois, il est parfaitement logique que ces grands chats des climats froids redoutent l'eau. Mouiller leur pelage réduirait leurs chances de conserver leur chaleur.
Mais il ne faut pas chercher bien loin pour comprendre d'où vient le mythe affirmant que les lions ont peur de l'eau. En fait, il y a de fortes chances que la raison se trouve près de ton écran d'ordinateur en ce moment même, sautant partout et faisant des bêtises. C'est vrai, nous avons peut-être sauté un peu trop vite à la conclusion que certains aspects comportementaux de nos propres chats de compagnie correspondraient à ceux d'un lion. Les chats domestiques, bien qu'apparentés à tous les grands félins mentionnés précédemment, ne descendent pas directement d'eux. Ils se sont plutôt développés sur des millions d'années à partir d'un seul ancêtre sauvage qui existe encore aujourd'hui dans la nature, le chat sauvage d'Afrique. Comme l'eau n'est pas abondante en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, ces chats n'y ont pas été beaucoup exposés. Et comme leurs descendants, ils ne l'apprécient que pour la boire. Comme tu le vois probablement avec ton animal de compagnie, ils se baignent rarement et interagissent peu avec l'eau en général. Heureusement pour eux, ils n'en ont pas besoin. Ces félins domestiques utilisent leur langue pour se nettoyer. Elle est munie de minuscules papilles en forme de crochet qui aident les chats à faire disparaître les nœuds et à garder leur pelage propre, bien odorant et dans un état généralement impeccable. Les chats en général sont des créatures farouchement individualistes. Et tu es peut-être en train de t'insurger devant ton écran parce que ton chat, lui, adore l'eau et c'est tout à fait possible. Certains chats aiment même jouer avec, par exemple, les gouttes du robinet ou les bulles dans ton bain. Il existe des races spécifiques de chats domestiques connues pour apprécier la vie aquatique plus que d'autres. Le turc de Van, par exemple, qui est aussi connu sous le nom approprié de chat nageur. On pense que cette race a développé une affinité pour l'eau en nageant dans le lac Van pour se rafraîchir. Ce lac se trouve dans la région où ces animaux ont évolué. Passons maintenant à un problème auquel un chat n'a absolument pas à faire face. As-tu déjà entendu parler de la musophobie ? Également connue sous le nom de suriphobie, ces deux mots désignent une peur des souris et des rats. Il existe une croyance populaire selon laquelle l'éléphant souffre de cette phobie. Cet animal mesure environ 3 mètres et pèse 4000 kilos. Et il aurait peur d'une créature qui ne mesure que 10 cm et pèse moins de quelques grammes ? Comment cette croyance est-elle apparue ? Eh bien, le fondement de cette rumeur repose sur la possibilité que les éléphants soient bel et bien paranoïaques à l'idée que les souris puissent grimper dans leur trompe. Si une souris réussissait à le faire, il y aurait un risque qu'elle provoque une irritation et un blocage à l'intérieur de celle-ci. Sans vouloir être rabat-joie, il semble que cette croyance soit aussi un mythe. Les chercheurs affirment qu'il n'y a aucune preuve concrète qui suggère que les éléphants aient peur des souris. Tout au plus, concèdent-ils que l'animal gigantesque peut parfois prendre peur à l'apparition soudaine du petit rongeur, ce qui est exactement la même chose pour nous. Les experts affirment également que même si une souris parvenait à s'introduire dans la trompe d'un éléphant, ce dernier pourrait la faire ressortir sans effort d'un simple souffle d'air. Il existe également des preuves que dans la plupart des cas, l'animal n'est pas dérangé par les rongeurs et autorise même les souris à grimper sur sa tête et sa trompe. Les chercheurs sont sûrs que tant qu'un éléphant est en bonne santé, il n'existe aucun autre animal qu'il craigne et ce simplement en raison de sa taille. Ainsi, les lions n'ont pas peur de l'eau et les éléphants ne semblent pas avoir peur des souris. Mais est-ce qu'au moins l'une de ces rumeurs de peur animale est vraie ? Serons-nous tout aussi déçus en nous intéressant à la question de savoir si l'ours a une peur légitime ? Eh bien, ce serait compter sans le meilleur ami de l'homme. Oui, les ours se sentent assez mal à l'aise lorsqu'ils sont en présence de chiens. Et ce malgré une parenté génétique éloignée avec eux. Lorsque les deux créatures se rencontrent, le chien est capable de poursuivre, d'intimider, de coincer ou de contrarier l'ours. Quant au puissant animal, il essaiera plutôt d'éviter tout affrontement avec le chien. Il existe même une race de chiens finlandais connue sous le nom de chien d'ours de Carélie. Cette espèce est spécialement employée pour tenir tête aux grands animaux comme les ours. Ce chien a un excellent sens de l'orientation, une grande souplesse et maîtrise de son corps, du courage, un bon odorat et de la persévérance. Cela signifie-t-il que tu peux te promener avec ton chien dans une zone connue pour abriter des ours et te sentir absolument serein et confiant grâce à la présence de ton fidèle compagnon ? Pas vraiment. Même si les ours peuvent être nerveux en présence de chiens, il ne faut pas oublier leur taille ni leur puissance. L'ours noir américain peut atteindre une hauteur de près de 2 mètres et peser jusqu'à 300 kilos.
si une mère ours n'a nulle part où aller, ou si elle sent que ses petits sont en danger, il est tout à fait possible qu'elle se mette en colère, ce qui peut entraîner de gros problèmes pour toi ou ton chien. Donc personne ne devrait jamais éprouver cette théorie. Au lieu de cela, si tu prévois un jour de visiter une région inconnue avec ton chien, tu devrais d'abord te familiariser avec la faune que tu pourrais y rencontrer. Parce que tu ne sais jamais ce qu'un ours fera lorsqu'il te remarquera avec ton toutou, surtout si l'on tient compte de leur légère cynophobie, qui est le nom donné à la peur des chiens. Au moins, nous avons réussi à trouver une véritable peur d'un autre animal parmi ces 3 cadors de la chaîne alimentaire. Mais n'est-il pas étrange que le chien, qui apporte à beaucoup d'entre nous tant de joie et de réconfort, soit aussi une créature assez pugnace pour affronter un ours? Eh bien, tous les héros ne portent pas de cape. Certains portent simplement de la fourrure et un collier. Et tant qu'on y est, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qui effraie nos fidèles compagnons à fourrure? T'es-tu déjà demandé pourquoi ton chien était mal à l'aise lorsqu'il entend des bruits forts? Le degré de peur diffère chez chaque chien. Mais c'est la simple imprévisibilité du tonnerre et des éclairs ou des fortes détonations qui accompagnent les feux d'artifice qui provoquent le malaise de ton chien. L'incapacité à comprendre ce qui provoque ce bruit assourdissant peut pousser ton chien à trembler, à rentrer sa queue entre ses pattes ou même à s'enfuir de la maison. Une autre situation qui peut vraiment effrayer vos fidèles animaux de compagnie est lorsque nous les laissons tout seuls. Cela peut malheureusement devenir un cauchemar pour tes voisins, car un symptôme courant de cette peur est l'aboiement excessif. Cette peur peut aussi causer des problèmes plus près de chez toi. Tu t'es déjà demandé pourquoi ton chien avait mâchouillé ton canapé? Ces accidents d'apprentissage sont typiques lorsqu'un chien souffre d'anxiété liée à la séparation. Mais tu ne peux pas rester longtemps en colère contre ton chien, n'est-ce pas? Ton meilleur ami se rattrapera lorsque vous croiserez un ours. À ton avis, qui gagnerait entre un grizzly affamé et une baie mûre? Un tigre en colère et une jolie fleur? Un énorme python et un buisson verdoyant? La réponse n'est pas si évidente. Tu vas maintenant découvrir qui sont les vrais patrons de la jungle et des forêts. Rencontre les plantes les plus dangereuses de la Terre. Voici la ciguë aquatique. Elle pousse en Europe et en Amérique du Nord dans les zones marécageuses des champs et des prairies. Tu peux aussi trouver cette plante sur les rives des cours d'eau. Elle semble inoffensive, mais c'est l'une des plantes les plus toxiques qui soit. Les toxines de la ciguë aquatique peuvent causer des dommages importants à un adulte en moins de 15 minutes, mais seulement si tu l'avales. De nombreuses personnes la confondent par erreur avec l'artichaut, le céleri et l'anis. Mais malgré son dangereux poison, la ciguë est aussi utilisée pour soigner les migraines et les troubles intestinaux. Cette plante a causé beaucoup de problèmes pour le bétail. La gératine élevée pousse dans les champs et les pâturages. Lorsqu'une vache la croque, la plante libère une toxine liposoluble. Ce poison pénètre non seulement à l'intérieur de l'animal, mais aussi dans le lait. Les jeunes veaux qui boivent le lait sont également atteints. Et ce lait empoisonné est aussi dangereux pour l'être humain. Le problème est que cette plante, originaire d'Amérique du Nord, est l'une des fleurs d'automne qui subsistent le plus longtemps. Aujourd'hui, dans les fermes modernes, le poison de cette plante n'est plus si dangereux. Mais sur les petits pâturages isolés, la gératine demeure le danger numéro 1. Nous connaissons 2 sortes de haricots, ceux que nous mangeons et ceux que Jack utilise pour se rendre au pays des géants. En plus de cela, il en existe également des toxiques. Ce sont les graines du ricin commun. Elles contiennent l'une des toxines les plus dangereuses au monde, la ricine. Dès qu'elle pénètre dans ton corps, elle bloque la production des protéines nécessaires à la vie. Et sans ces protéines, tes cellules cessent de fonctionner. Plus les cellules se détruisent, plus ton corps souffre. La graine de ricin libère cette ricine lorsqu'elle est pressée. Plusieurs fèves peuvent suffire à provoquer une déshydratation, un affaiblissement, des hallucinations, des convulsions et d'autres problèmes. Il suffit d'environ 7 graines pour causer des dommages critiques. Alors souviens-toi de leur apparence et ne les touche jamais si tu en vois dans les bois. L'une des plus belles plantes de la planète est aussi l'une des plus dangereuses. Il s'agit du laurier rose. Tout est toxique dans cette plante. La tige, la racine et la fleur rose. Même un tout petit morceau de cette plante peut conduire à un empoisonnement grave. Il n'est pas nécessaire qu'elle pénètre dans ton estomac pour créer de graves problèmes d'ailleurs. Il suffit d'un petit contact avec le jus de la fleur pour provoquer des allergies. Et n'essaie pas de la brûler, car la fumée du laurier rose a aussi des effets toxiques. Et maintenant, la plante la plus dangereuse du monde.
Un seul contact avec elle te fera souffrir pendant plusieurs années, ou tu pourrais même en ressentir les conséquences toute ta vie. Le Dendrocnide moroides, également surnommé Gimpy Gimpy, ressemble à un buisson de bardane ordinaire, et pas du tout à quelque chose de toxique. Mais si tu te tiens à côté de cette plante, tu auras l'impression de suffoquer et d'avoir les yeux qui pleurent. Des milliers de minuscules poils vénéneux se trouvent sur les feuilles de cette plante. Ils sont si légers qu'ils peuvent rester suspendus dans l'air et se propager par le vent. Tu dois donc mettre un masque à gaz si tu veux regarder cette plante de près. Mais si tu touches ne serait-ce que légèrement le Gimpy Gimpy, tu auras de gros problèmes. Certains comparent une piqûre de Gimpy Gimpy à 30 piqûres de guêpe simultanées. Ces poils vénéneux pénètrent facilement sous la peau et provoquent des irritations et des douleurs. Le problème, c'est que tu ne peux pas les arracher. Lave-toi à l'eau et au savon, utilise une pommade désinfectante et tu verras que la situation ne fait qu'empirer. Les poils ne peuvent tout simplement pas être retirés, ils restent là, à libérer des toxines qui te rendent fou. Il n'existe pas d'antidote, car les chercheurs ne savent toujours pas quels sont les composants de cette toxine. Elle peut résister à des températures variées, et la sensation désagréable qu'elle provoque peut durer plusieurs heures, des jours, voire même des mois. Les personnes qui ont touché cette plante affirment que la douleur de la piqûre revient même après quelques années. Mais s'il est impossible de se débarrasser des poils, alors la seule solution est d'attendre qu'ils perdent leur toxicité. Sauf qu'il y a un autre problème. Tu peux arracher une feuille de Gimpy Gimpy avec des gants et la mettre en laboratoire. Tu la fais sécher et tu l'oublies pendant quelques années. Et voilà que se trouve devant toi une feuille flétrie et pratiquement détruite. Elle semble inoffensive à présent, mais détrompe-toi. Même après de nombreuses années, les poils restent à la surface de la feuille et conservent leurs propriétés toxiques. Le Gimpy Gimpy ne pousse qu'en Australie et en Indonésie. Il aime le soleil et les forêts vertes et denses. Autrefois, il représentait un grave danger pour les bûcherons et les touristes. Mais maintenant, tous les endroits où se trouve cette plante sont marqués d'un panneau d'avertissement. Et lors d'expositions botaniques, les scientifiques mettent cette plante sous verre pour que les gens ne la touchent pas. Les haricots paternosters ressemblent à des graines blanches avec un œil noir, ou à des graines noires ornées d'un œil blanc. Tu peux trouver ces plantes en Afrique, en Asie, en Australie et sur les côtés de l'océan Pacifique. Certaines espèces ont d'ailleurs été amenées en Floride et à Hawaï par l'homme. Et cette plante se trouve même dans les rues de certaines villes. Les haricots paternosters sont employés dans la création de bijoux et de certains jouets. Les gens qui portent de tels bracelets ne sont probablement pas au courant de la toxicité de ces graines. Ce haricot, de même que les graines de ricin, contribue à la destruction des cellules. Il est intéressant de noter que les haricots paternosters sont utilisés non seulement comme décoration, mais aussi pour traiter certains problèmes de santé. Voici la seule plante toxique de la liste qui a vraiment l'air toxique. Et tu n'auras probablement aucune envie de la ramasser si tu la croises sur ton chemin. Regarde donc cette tige rouge qui ressemble à une artère ou un système nerveux hypertrophié. Et ses baies semblables à des yeux. Lactaea pachypoda a l'air bien intimidante. Sa structure interne est aussi dangereuse que son apparence le suggère. L'acné contient une toxine très dangereuse. Et plus elle pousse longtemps, plus sa composition devient toxique. Les composés chimiques de l'acné ont un effet sédatif sur les muscles et sur le cœur. Cela signifie que ton corps se détend tellement qu'il cesse de fonctionner. Tu as probablement vu cette plante dans la réalité ou dans des documentaires. Les dionnées attrape-mouches figurent parmi les rares représentantes des plantes carnivores. Heureusement, elles ne sont pas aussi dangereuses pour l'homme que pour les insectes. Mais dans tous les cas, tu ne devrais pas mettre ton doigt dedans. Voici comment elle fonctionne. La plante ouvre la bouche. En son centre se trouve un pétale rouge à l'odeur parfumée. C'est un leurre. Une mouche ou un autre insecte le remarque et décide d'y goûter. Il grimpe à l'intérieur de la fleur. Mais la dionée ne se referme pas immédiatement. De minuscules poils sensibles à l'intérieur de la plante comptent les mouvements de la mouche. Si elle fait plus de 2 mouvements dans les 20 secondes, la plante referme sa gueule en un instant. Cet intervalle empêche la dionée de se refermer inutilement lorsqu'un déchet s'y dépose. La mouche se retrouve alors piégée. Les poils des mâchoires de la plante fonctionnent comme une cage, et la proie ne peut pas s'en échapper. La dionée injecte alors un suc digestif dans sa bouche qui désintègre la mouche. 5 à 12 jours plus tard, la plante s'ouvre à nouveau et attend son prochain déjeuner.
La dionée peut se nourrir de mouches, de scarabées, d'araignées et même de petites grenouilles. La berce du Caucase cause les dégâts les plus importants de toutes les plantes. Elle est dangereuse, non pas pour l'individu, mais pour des forêts et des champs entiers. La berce du Caucase est une plante envahissante. Tout comme un parasite, elle se multiplie rapidement et détruit toutes les autres fleurs de la zone. Et les insectes ne se nourrissent pas de cette plante. Il est également compliqué pour les gens de la détruire, car la berce du Caucase provoque une réaction allergique cutanée. Elle pousse rapidement, elle est immunisée contre de nombreux poisons, et elle vit longtemps. La berce du Caucase peut atteindre la hauteur d'une maison d'1 étage et être profondément enracinée dans le sol. Elle libère ses graines et une légère brise les propage sur des kilomètres. Les chercheurs n'arrivent toujours pas à créer un moyen efficace de la combattre, et il n'existe rien qui puisse vaincre la berce du Caucase dans la nature. Du moins pour le moment.